On répondra à la fin de la présentation. Donc, on va commencer par présenter très rapidement en 5 minutes les marchés de cybersécurité de l'UGAP. Et donc, je vais passer la main à Alexandra. Oui. Voilà. Donc, bonjour à tous, Alexandra Bastien, je suis chef de produit à l'UGAP en charge des marchés de cybersécurité, infrastructure, réseau notamment. Effectivement, comme le disait Romain, compte tenu de l'actualité dense ces derniers mois en matière de cyberattaque, en fait, l'UGAP a décidé de programmer une série de webinaires en matière de cybersécurité pour vous informer sur les solutions de sécurité qui sont proposées à l'UGAP. Euh, donc, euh, Donc, ce webinaire-là, du coup, fait partie de cette série qui a démarré assez récemment. Voilà, c'était juste pour quelques petits éléments de contexte. Donc, la présentation du marché de cybersécurité à l'UGAP. En fait, c'est un marché qui comporte 3 volets. Un volet équipement réseau, un volet prestations intellectuelles et un volet logiciel. La slide du coup qui est présentée à l'écran concerne la partie infrastructure réseau. Ce volet-là, du coup, est divisé en trois marchés. L'important, c'est de retenir que chaque marché a ses spécificités. On a le marché... Ah non, juste revenez sur la slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà, le marché infra et mobilité avec Nomios qui est au milieu et voilà, qui s'appuie sur différents partenaires de renom, notamment Palo Alto ici présent. Et puis les deux autres marchés, contrôle et sécurisation des accès portés par SCC, et un autre marché de firewall en complément de parc avec le titulaire Orange Cyberdéfense. Donc voilà, vous avez déjà là une bonne matière pour répondre à différents projets. Et effectivement, sur la slide suivante, on a d'autres offres qui complètent en fait ce marché d'infrastructure réseau, puisqu'on a des marchés de prestations intellectuelles en sécurité des systèmes d'information qui est porté par le titulaire Advance, et puis également d'autres marchés complémentaires, comme je disais tout à l'heure, le marché multi-éditeur qui est bien souvent connu de beaucoup d'entre vous, avec plus de 3500 éditeurs en catalogue, et un autre marché qui peut être également complémentaire sur l'audit de data center et qui permet en fait de mesurer, enfin de sécuriser et d'optimiser le stockage et l'hébergement des données. Voilà, c'était un rapide aperçu. Je relaisse la main à Romain. Sachez que nos CSI, en tout cas nos interlocuteurs UGAP, sont tous à votre disposition pour répondre à vos questions et initier tous vos projets. Merci Alexandra. Donc, peut-être que tout le monde ne connaît pas Nomios en quelques mots. Alors d'abord, excusez-moi, les intervenants, donc je suis Romain Quina, directeur marketing de Nomios, et donc on aura Sylvain Mera qui est System Engineer chez Palo Alto Cortex qui interviendra. Alors, Nomios, très rapidement, on est titulaire depuis janvier 2019 du marché, comme a expliqué Alexandra. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on est présent partout en France. Donc, vous avez des correspondants privilégiés qui sont les CSI à l'UGAP, mais nous, en face, on a des commerciaux sur voilà, toute cette liste de comptoirs où il y a à la fois des gens commerciaux et des ingénieurs qui sont capables de réaliser les prestations. Au marché, donc aujourd'hui, on va particulièrement parler de Palo Alto. On vous enverra la présentation et donc vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres constructeurs qui sont au marché, qui ne sont pas le sujet du jour, mais n'hésitez pas à solliciter donc vos CSI pour avoir des informations sur l'ensemble du marché. Alors, au marché, il y a aussi une partie de prestations intellectuelles qui sont liées évidemment à l'intégration. Donc, en amont des projets, on est capable de vous faire des études sur l'existant, sur ce que vous avez installé chez vous, et on est capable de faire des proof of concepts, des prototypages, pour vous démontrer la valeur des produits qui sont au marché. Ensuite, pendant la réalisation, donc on peut vous envoyer du matériel qui est préétiqueté, le matériel que vous avez acheté, ou alors on peut aller l'installer nous-mêmes dans vos locaux. Mais il y a une prestation aussi de préconfiguration et d'étiquetage dans nos locaux avant de vous les envoyer.
Excusez-moi, je jongle avec l'électricité qui revient. Voilà. Euh, donc ensuite, une fois que vous avez installé, il y a aussi une partie prestation qui permet de suivre ce qu'on a installé chez vous au point de vue run. Donc il y a la partie support technique et maintenance. Donc vous pouvez ouvrir des tickets chez nous pour des bugs ou des incompréhensions que vous pourriez avoir. On a dans le marché la maintenance qui permet de remplacer du matériel qui serait qui dysfonctionnerait. Et il y a deux prestations supplémentaires qui sont télésupervision et téléadministration, qui permettent donc de superviser le fonctionnement de votre infrastructure à distance ou de passer des changements même à distance sur votre infrastructure si vous nous déléguez une partie des droits. Donc ces prestations sont réalisées depuis notre centre, soit à Boulogne, soit à Lyon. Enfin, en bas, là, vous avez deux autres prestations qui sont la gestion de projet, qui vous permet de déléguer une partie de maîtrise des projets et pas seulement de l'intégration. Donc, on peut vous aider à mener vos projets dans votre infrastructure. Et on a la possibilité aussi de vous inscrire à des formations certifiantes. Donc, par exemple, des formations Palo Alto, vous pouvez passer par notre intermédiaire pour certifier vos ingénieurs sur ces technologies-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas, on est disponible pour vous donner plus d'informations. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc là, je vais passer la main, du coup, si j'y arrive comme ça, à Sylvain, qui va commencer à faire la présentation. Sylvain, je te Merci donne la Romain. main. Tu dois avoir la main là maintenant. Ouais, Voilà, je me mute et ok. je te laisse la main. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon, pas en mode présentation, mais on voit ton écran. Ça devrait être là. Ça arrive, c'est parfait. Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, bonjour à tous. Mon nom c'est Sylvain Meras, il faut bien dire le S, c'est d'origine espagnole. Je suis ravi d'être avec vous et de passer les 40 minutes à peu près qu'on a devant nous pour discuter du paysage, du décor, des menaces, notamment leur tendance à se complexifier et sophistiquer et à avoir de plus en plus d'impact et voir comment on peut aider à les contrer. Donc, comme je disais, je m'appelle Sylvain, je suis système ingénieur chez Cortex. J'ai rejoint l'aventure Cortex, qui est une marque de Palo Alto autour de l'optimisation des opérations de sécurité depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Et j'ai rejoint cette aventure depuis l'acquisition de Demisto. Alors, commençons avec l'agenda que je vous propose aujourd'hui. Donc, on va faire en 5 volets. On va commencer par faire une première observation. On va partager l'observation qu'on fait sur le paysage des menaces et leur évolution, notamment dans les dernières années d'aujourd'hui. Face à cette observation, cette évolution, quelle est l'approche, quelle est notre vision pour pouvoir y contrer, puisque c'est pas une mince affaire que de garder la tête sous l'eau en face de ce paysage. Et notamment, en troisième volet, prendre des exemples concrets d'attaques dont vous avez sûrement entendu parler, de comment notre solution XDR a pu réagir. On va voir en 3 exemples que je pense que vous connaissez, mais vous ne connaissez peut-être pas qu'on a pu agir d'un point de vue tooling, solution, notre plateforme XDR. Comme je vais parler un peu d'XDR, en 4e volet, ce sera une très brève introduction XDR. Le sujet du jour n'est pas une présentation produit, marketing de la solution, mais vu que je vais quand même parler de ce jargon, que vous voyez ce que j'entends par là. Et enfin, conclure cette présentation et qui, j'espère, vous aura éclairé sur le paysage et la façon dont on peut travailler dedans. Alors, sans plus tarder, commençons par le premier chapitre, l'observation et l'évolution du paysage des menaces. Constat, c'est que les good guys, c'est-à-dire vous, nous, autour de Skoll et la communauté, sont en train de perdre. Ça peut paraître un peu trash, mais les news nous donnent raison à ce constat. Je suis sûr que vous voyez dans cette slide des brèches plus ou moins récentes qui ont fait couler beaucoup d'encre sur Internet et dans les journaux, et dont l'ampleur est de masse et de taille. Des attaques variées, des attaques avancées, des attaques étatiques, des attaques ransomware, qui ont chacune réussi à atteindre leur objectif et avec un impact maximal. Et effectivement, c'est ce qu'on va observer si on regarde un petit peu la chronologie des attaques, où on revient
en 98 avec le ver Maurice, qui était un peu une erreur de code, si je puis dire, à aujourd'hui étant présent avec des attaques beaucoup plus sophistiquées, dont les impacts et les dommages sont plus forts, puisque clairement on parle de cybercriminalité, quelque peu d'activisme, mais surtout il y a un vrai marché à faire du crime cyber. Et on le voit hein, notamment dans les temps présents, plus de 800 millions de records d'enregistrement de données volées qui sont de la monnaie. Vous savez qu'aujourd'hui, le pétrole, l'or d'aujourd'hui, l'or noir, c'est plus le pétrole, mais quelque part la donnée. Donc, pour y arriver, les attaquants ne se privent pas pour quelque part sophistiquer leurs attaques, prendre le temps de préparer, on verra notamment dans un des exemples, préparer leur attaque pour arriver sur l'objectif. Qui va être d'avoir un impact maximal sur du vol de données, disrupter votre business et quelque part avoir un dommage fort qui finira malheureusement dans les news. Ça, c'est ce qu'on peut observer dans le temps, hein, cette évolution, donc le volume qui explose, la sophistication, mais aussi je cherche le mot en français, le fait de rester caché. Je cherche le mot en français. Camouflé, doit se rester très camouflé. C'est sur les attaques avancées, évidemment. Un malware, un ransomware, c'est évident, on voit tout de suite l'attaque et ses effets. Les attaques avancées, vraiment, les attaquants vont chercher à rester le plus discret possible. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le plus discret possible. Et parfois, on va se rendre compte que parfois, ils sont dans le réseau de nos clients depuis parfois plus d'1 an, ce qui peut faire froid dans le dos. Mais c'est une réalité. Slide suivante. Donc, les tendances que nous, Palo Alto, on a pu observer, donc ça c'est une étude que j'ai pu retrouver de 2019, mais elle est vraiment toujours d'actualité, donc je voulais le partager avec vous. Hein. L'observabilité qu'on voit, c'est sur le nombre de vulnérabilités qui ont été publiées, on a une explosion hein, de x3 depuis 2016, hein, si on revient à 2019, mais c'est toujours aussi vrai, et ce malgré le renforcement de la sécurité, notamment par l'OS Windows 10, qui est un des plus utilisés dans le monde. Nos attaquants sont malins et ont envie d'avoir un impact encore plus large sur le fruit de leur travail, si je puis dire, et notamment en essayant d'avoir du malware, donc de l'exécutable toxique, multiplateforme, en s'appuyant sur le langage Go, ce qui leur permet d'avoir un travail fourni pour un maximum de dégâts croisés Windows, Linux, Mac, puisque ce langage est cross-platform. Une explosion hein, de x5 de 2018 à 2019, et c'est toujours d'actualité, d'utiliser des documents Word, Excel qui sont infectés, mais contrairement à utiliser, c'est toujours d'actualité aussi des macros, mais on va pouvoir de plus en plus utiliser un facteur d'infection, de propagation, de détonation par du fileless, c'est-à-dire du PowerShell, du scripting. Et on le voit énormément, hein, j'ai pu le voir moi-même, notamment dans le cadre de brèches en France, autour d'hôpitaux, dont la récupération de la charge létale du ransomware est effectuée par un PowerShell. Un script PowerShell malicieux, incorporé, caché dans des documents Excel et Word dont on a tendance en tant que victime à vouloir ouvrir parce que c'est un sujet qui après nous intéresse, une facture, un document patient, etc. D'autres quatrième point, vecteur de prédilection aussi que nos attaquants aiment bien aller chercher, c'est les points de présence, les points de vente ou de distribution de monnaie pour voler des numéros de carte de crédit. Ça a de la valeur sur le dark web. Ou aussi tout simplement inciter les victimes à payer leur rançon en les rendant victimes d'un logiciel, c'est-à-dire chiffrer leurs données, les rendre inutilisables tant qu'on n'aura pas récupéré la clé pour restaurer les données moyennant une rançon. Et enfin, autre tendance que les attaquants vont de plus en plus aller, donc ça c'est avec l'avènement du cloud, une grosse tendance à bouger dans le cloud et à containeriser ces applications. Je pense à Docker, Kubernetes, etc., qui se multiplient et dont leur sécurité, c'est un enjeu difficile. Donc c'est intéressant pour eux de pouvoir compromettre des conteneurs pour profiter de cet effet de mise à l'échelle, de scaling des conteneurs qui vont se propager. Notamment, on va retrouver beaucoup d'attaques de type mining pour pouvoir, crypto-mining, exploiter les ressources CPU des victimes pour calculer des chaînes de Bitcoin et, in fine, prendre de l'argent. Ça, c'est les 5 tendances qu'on va voir, hein. Exploser les vulnérabilités, du cross-platform, infecter des fichiers avec des attaques de type fileless, PowerShell très très utilisées,
le monde bancaire très ciblé sur le vol de cartes de crédit et les attaques dans le cloud. Donc, si on regarde un petit peu la complexité des attaques, Je t'embête ou les juste une attaquants. seconde, c'est là. Est-ce que tu pourrais couper ta caméra? Parce qu'on n'avait pas vraiment des coupures de son, mais ça, on serait plus sûr, parce qu'on entend des petits. Sans problème. Voilà, super, merci. À tout. Ok, je verrai plus ma petite tête. C'est dommage, c'était le plus. Ok. Donc, ce que je voulais vous proposer ici, c'est dans ce funnel, ce que ça veut dire de complexifier une attaque. On va partir de la gauche, des attaques les plus connues, c'est-à-dire qu'on peut les bloquer de manière évidente. Il y a une signature, il y a un hash, il est connu de la terre entière, il suffit de le trouver pour le détecter ou le bloquer. Et plus je vais aller vers la gauche, plus je vais aller vers des attaques ciblées. Je suis tout à droite ici sur des attaques ciblées pour lesquels les attaquants vont prendre le temps. Ça va être lent, il va y avoir du temps de tester, de s'implanter et d'arriver à cet objectif. On va arriver dans des menaces, des attaquants qui vont arriver à rentrer, à pénétrer le système d'information et s'installer le temps d'arriver à leurs objectifs du vol de données généralement et finir par ransomware pour détourner et effacer les traces éventuellement, mais ce n'était sûrement pas l'objectif recherché et atteindre en premier lieu. Donc, de la menace la plus connue à des malwares évasifs, une exploit d'une vulnérabilité non publiée encore, ce qu'on appelle des 0D, des attaques fileless dont je vous ai parlé avec PowerShell, jusqu'à des attaques ciblées. Il y a une partie qui est relativement simple à prévenir ou détecter. Prévenir, je veux dire, c'est bloquer d'entrée. Plus je suis à gauche, plus c'est facile à détecter, prévenir. Plus je vais me décaler jusqu'au fileless, c'est relativement simple à prévenir ou détecter. On va pouvoir relativement s'en sortir, même si ça se complexifie. Lorsqu'on arrive totalement à droite, on est vraiment sur des attaques ciblées pour lesquelles les attaquants ont le temps, sont financés et n'auront aucun souci et le problème à, si c'est nécessaire, passer plus de temps, complexifier, rendre leur attaque plus discrète parce qu'ils ont un réel enjeu d'arriver à leur fin. Ça peut être étatique ou autre, mais ils ont une mission à remplir et ils prendront le temps de le faire. Et on verra un exemple justement de ce type d'attaque qui peut être parfois difficile à détecter, bloquer et détecter. Donc le constat, on vient de le faire, c'est un paysage de menaces, vous le savez très bien, j'en suis sûr, je ne vous ai rien appris, je vais juste partager quelques observations qu'on peut faire de notre côté. Nous, Palo, en tant que aussi vendeur, mais aussi présent sur Internet et aussi cible de prédilection, mais aussi ce qu'on peut voir aussi sur nos clients. Un paysage qui explose en termes de volume d'attaque, de complexification, de dommages et de tendance aussi à rester très discret pour les attaques les plus perfides. Résultat, c'est que, comme je disais en intro, les good guys perdent. Okay, donc si on fait ce constat et on l'accepte, il faut réinventer la manière dont on approche la sécurité, dont on veut contrer ce type d'attaque. Pour ce faire, on a besoin d'une nouvelle approche, une autre vision, puisque pour notre part, en tout cas chez Cortex de Palo, on estime que l'approche traditionnelle qu'on a pu avoir dans les 10-15 dernières années ne marche plus. Elle a pu faire ses preuves peut-être à un certain temps. Ce n'est pas le sujet d'en débattre, mais en tout cas, elle ne tient plus le rythme à ce jour. On a besoin d'une autre manière. Et c'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le constat qu'on a fait en introduction ensemble, si je me place du côté des good guys, de vos équipes de sécurité, qu'est-ce qu'elles ont à faire? Elles ont beaucoup d'alertes à traiter qui sont très volumineuses, très bruyantes. On parle de phénomène de fatigue d'alerte. Lorsque l'on prend un analyste ou une équipe d'analystes qui va travailler sur un incident pour reconstituer la chronologie, le contexte, elle va bien trop souvent s'appuyer sur des produits disparates et qui vont consommer et qui sont nombreux pour arriver à reconstituer le fil et la route cause en fait. In fine, répondre à l'incident, protéger le poste ou le serveur et finalement protéger le business ou le système d'information. Et tout ce travail de prise en compte, j'investigue, je contiens, je réponds, passe bien trop souvent par des actions manuelles et répétitives. Donc c'est les conséquences qui vont venir bloquer ralentir les opérations de sécurité, mais un autre enjeu, c'est le risque à l'exposition. C'est dans tout ce bruit des alertes qu'on ne va pas forcément regarder ou qu'on mettra trop de temps à répondre, c'est une exposition que l'on laisse et qui laisse le temps aux attaquants à parfois détourner l'attention ou arriver à leurs objectifs. Et lorsqu'on arrive à prendre l'alerte et passer du temps dessus, il est déjà trop tard. Donc l'approche traditionnelle, je ne vais pas vous présenter ça dans le détail, mais notre point de vue, c'est qu'elle engendre trop de complexité.
J'ai un problème, j'ai besoin de corréler des logs, je mets un CIEM. J'ai besoin de protéger des endpoints, faire la détection réponse, je mets un EDR. J'ai besoin de faire l'analyse réseau, je mets un TA. J'ai besoin de protéger du cloud, je mets une solution cloud. J'ai besoin de protéger l'IoT, je mets une solution cloud. Je mets plein de solutions en silo et les acteurs, les éditeurs de sécurité n'ont pas forcément aidé à ça, ces derniers temps, mais j'ai un problème, je mets une solution. Finalement, au-dessus, j'ai des opérations de sécurité qui, tant bien que mal, vont avoir différentes solutions en silo sur lesquelles ils vont devoir prioriser d'alerte, faire de la détection, faire du hunt, communiquer, faire du ticket. Cette complexité déjà sous-jacente dans les tooling des opérations de sécurité ne va pas aider au process, à l'organisation de la réponse. C'est trop complexe et c'est aussi pour ça que les attaquants y arrivent. Eux, ils n'ont pas de process, ils n'ont pas de compliance, ils ont plus de liberté que les opérations de sécurité traditionnelles qu'on a pu voir. Le constat, c'est qu'il faut une autre approche. Et c'est le constat, c'est notre philosophie chez Cortex. Il faut une autre vision pour partir une sécurité proactive. Si on remet dans la tête le funnel que je vous ai présenté avec les attaques les plus simples à gauche, les plus complexes et discrètes à droite, il faut qu'on déplace l'humain, les analystes, sur la droite. Et pour ce faire, on va bâtir une plateforme, Cortex, qui est au centre de l'écran, qui va faire non pas 4 silos, mais qui va en faire un seul, qui va venir capter, qui va faire une plateforme de prévention, détection, investigation, réponse commune au endpoint, à la data, infrastructure, cloud, OT, IoT, etc. Et chercher à prévenir tout ce qu'on peut d'entrée. Je n'ai pas besoin d'un analyse pour bloquer quelque chose que je connais. En plus, je suis à gauche et je me décale un peu. Il y a des choses que je suis déjà bloquées, donc je ne vais pas m'en priver. Quelque chose de bloqué, c'est du temps gagné sur l'investigation, la réponse et de la sueur économisée. Évidemment, ensuite, des impacts économiques, financiers, image de marque et autres. Et pour tout le reste, plus on va se décaler sur la droite, c'est consommer de la donnée, la bonne donnée, la donnée riche. Je ne veux pas tout capter, je veux de la donnée qui m'intéresse, qui va être pertinente à des fins d'analyse de sécurité et appliquer une analyse automatique. Je ne veux pas demander à un analyste, même si c'est bien, mais qui soit un expert mitre en tout temps, en toute heure, c'est à la machine de capter de la donnée, d'en faire une analyse. On utilise des différents algorithmes et aussi énormément de machine learning non supervisé pour faire une détection automatique et riche et conglomérer tout ça dans des incidents sur lesquels on va appliquer une couche d'orchestration et d'automatisation. Et c'est en venant converger tous ces éléments de prévention, détection, investigation, réponse, orchestration dans une plateforme qu'on peut libérer le temps des analystes pour avoir une sécurité proactive sur des incidents qui vont demander un temps d'investigation, un temps de cerveau, d'analyse, de lecture de contexte, d'appréciation, de collaboration, et du temps libéré pour faire d'autres activités, passer plus de temps à faire du développement personnel ou du threat hunting. C'est aussi une petite blague que je glisse, mais le travail d'analyste, il n'est pas simple, c'est dur de les recruter, c'est dur de les garder, c'est dur de les garder motivés. Le tooling aussi, c'est une manière aussi de les rendre plus efficaces et plus concernés par leur travail. Donc c'est notre vision et c'est ce que Cortex propose, une autre manière d'adresser cette manière de construire cette opération de sécurité, son SOC, nommez-le comme vous voulez. Maintenant, on va parler d'exemples très concrets de comment Cortex s'est comporté face à des menaces avancées. Vous avez certainement entendu parler. La première, on revient en décembre 2020, SolarStorm. Donc SolarStorm, juste rapidement, comme je vous disais, les attaquants qui sont financés, ils ont le temps. SolarStorm, c'est une attaque de type supply chain, c'est-à-dire que les attaquants ont d'abord visé SolarWinds, car c'est les clients de SolarWinds qui les intéressent. Même si SolarWinds c'est aussi intéressant, mais c'était surtout les clients qui utilisent SolarWinds qui allaient les intéresser pour rentrer, pour venir pénétrer dans leur système d'information. Les attaquants ont pris le temps, on remonte des enquêtes qu'on a pu mener à août 2019, lorsque les premiers domaines de test, lorsqu'ils étaient en train de tester leur chaîne d'attaque, ils ont commencé donc a priori en août, pardon, et fini leur test fin octobre-novembre. Donc ils ont pris le temps, plusieurs mois de tests pour vérifier effectivement c'est fonctionnel, c'est ce que je veux faire, ça fonctionne bien comme je veux. Maintenant, je vais passer à l'échelle de production, entre guillemets. Ils ont aussi un bon cycle de développement. Et la timeline évolue et on voit que au moment où on en a entendu tous parler, 8 décembre par le rapport FireEye, il s'en est passé du temps. Il s'en est passé du temps pour tester, venir ensuite infecter la supply chain SolarWinds et attendre, c'est ce qu'on appelle ici dans la phase DNS Callout, attendre les victimes qu'elles viennent prendre à l'hameçon. Et notamment, en octobre, fin septembre, début octobre, Palo Alto a quelque part aussi été une cible. On va voir comment on s'est comporté nous-mêmes. Mais on était aussi une cible de cette attaque d'attaquants.
Et ensuite, on en a entendu parler, hein, FireEye qui fait son rapport, Microsoft qui tombe des domaines, mais ça n'est passé du temps et clairement, il y a toute une période où si l'on n'était pas correctement protégé ou capable de détecter, certains ont été clairement victimes. Le cycle de vie de cette attaque est le suivant. Hein, on a un client Orion, SolarWinds, on l'utilise pour faire notre supervision, etc. Super. Et il fait son travail de mise à jour, il télécharge une DLL qui s'avère être malveillante, c'est la fameuse Sunburst, mais celle-ci, elle est totalement valide, signée par Orion, SolarWinds. Ça a l'air d'être un update tout à fait valide, a priori. Cette DLL ensuite va s'exécuter pour faire ce qu'on appelle un check-in via des requêtes DNS. Elle va utiliser le protocole DNS pour envoyer, dire aux attaquants, hey, salut, je suis sur ce serveur Orion, si ça t'intéresse, je suis là. Si ça les intéresse, les attaquants proposent à cette DLL de télécharger et d'exécuter ce qu'on appelle Cobalt Strike. C'est un client, en quelque sorte, qui revient établir une connexion de command and control, c'est-à-dire se faire piloter à distance par un réseau qu'on appelle Cobalt Strike, un réseau d'attaquants, Cobalt Strike. À partir de là, les attaquants ont une main sur le serveur Orion et vont s'en servir pour se latéraliser, se déplacer dans le serveur dans les systèmes d'information des victimes pour rechercher ce qu'ils cherchent, la donnée généralement pour l'exfiltrer. Ils vont l'exfiltrer de diverses manières, stéganographie, etc., etc. C'est vraiment une attaque très avancée et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire les différents blogs dans celui de 42 qui ont fait une bonne autopsie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette attaque, ce n'est pas l'enjeu. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est 6 étapes essentielles qui proviennent d'une mise à jour tout à fait a priori valide et pour laquelle il va s'ensuivre différentes étapes pour que les attaquants arrivent à leurs objectifs qui est du vol de données. Dans le cadre d'XDR, nous-mêmes, comme je vous disais, Palo Alto a été victime. Notre SOC est basé sur Cortex, notre propre SOC est basé sur Cortex. Nos serveurs, nos workstations, celle avec laquelle je suis connecté avec vous, on utilise un agent qui est XDR. Cet agent, dans le cadre de Palo, on a pu observer que notre serveur Orion, dont on était client à l'époque, a téléchargé une DLL et fait une requête DNS vers un domaine AVSM Cloud le 29 septembre. Bon, a priori, durant cette connexion, rien de malicieux s'est passé. Très bien, ça a l'air d'être un truc que SolarWinds a besoin. Fine. 6 jours plus tard, par contre, cette DLL, cette fois-ci, fait une nouvelle connexion et télécharge une nouvelle payload. Et c'est cette payload qui exécute la connexion, l'appel à distance pour revenir sur Cobalt Strike et se faire contrôler par les attaquants pour les aider à leur permettre de pouvoir agir, arriver sur l'objectif. C'est cet appel, cette exécution qui a été bloquée d'emblée par l'agent XDR. Et à ce moment-là, notre SOC, qu'est-ce qu'il fait? Il est averti par les systèmes d'alerting. Hein. Il intervient et nos analystes ont isolé le serveur, ils ont fait une investigation. Apparemment, c'était un appel, somme toute toxique vers un command control, mais semblait isolé. Très bien. On est en septembre. Personne n'a entendu parler de SolarWinds. Personne, sauf peut-être des agents de renseignement, mais nos SOC ne sont pas le FBI. Donc on ne savait pas. Pour nous, ça semblait être quelque chose d'isolé. On l'a reporté à SolarWinds, fin du travail. Maintenant, on arrive en décembre. SolarWinds confirme l'attaque Sunburst. FireEye, auparavant, a sorti son blog et Microsoft aussi confirme les domaines. On se rend compte qu'on a été victime, on a été une cible de cette attaque. Cette fois-ci, c'est une ampleur bien plus importante. Évidemment, on a fait un travail d'analyse bien plus poussé sur toute notre infrastructure et nos assets. Et à ce jour, on reste confiant sur le fait qu'on n'a pas été plus impacté que ça au regard de cette attaque. Donc ici, on voit qu'on a un agent qui est capable de faire une prévention. Ok, très bien. C'était une attaque sophistiquée dans le scénario, sauf que pour le coup, ça, c'est une attaque relativement connue. Ça fait des années qu'on connaît Cobalt Strike et qu'on s'est bloqué. Ils auraient utilisé autre chose, on l'aurait peut-être pas bloqué, mais tant mieux pour nous, tant mieux pour nos clients. Pour ceux qui utilisaient XDR à ce moment-là, c'était peine perdue pour les attaquants. La DLL malveillante, elle arrive, signée par Sunburst, etc. Mais l'exploitation, l'atteinte des objectifs est tout simplement impossible dans ce cadre-là. Moi, je pense à mars 2020, une attaque, je suis sûr que vous avez entendu, Proxy Logon, énormément exploité par le groupe d'attaquants Hafnium. Alors, le cycle de vie de cette attaque, c'est la suivante. C'est 6 étapes encore, 6 grandes étapes principales. Je suis un attaquant, je suis un adversaire. Je commence à analyser quels sont les serveurs Exchange présents sur Internet, exposés, qui sont vulnérables.
Ils sont vulnérables parce que je sais que j'exploite une vulnérabilité 0D, elle n'est pas encore communiquée, confirmée et patchable par Microsoft. Je parcours l'Internet et je cherche ces serveurs Exchange qui vont être sûrement intéressants à regarder. J'en trouve et j'utilise en étape 2 cet exploit, ce CVE qu'on appelle Proxy Logon, qui vont me permettre, moi, en tant qu'attaquant, de m'authentifier sur le serveur Exchange sans compte. À partir de là, j'ai un premier accès sur le serveur Exchange. Je vais exploiter d'autres vulnérabilités qui n'étaient pas encore connues et patchables pour élever mes privilèges, avoir une meilleure empreinte sur le serveur Exchange que je viens de compromettre. Une fois que c'est fait, étape 4, je vais utiliser un web shell, c'est-à-dire un terminal web qui m'évite de faire comme dans le cadre de SolarStorm, d'avoir revenir me connecter sur un command control. Je fais un remote shell en fait, depuis ces différents exploits que je viens de faire, qui s'appelle China Chopper. Et à partir de ce shell, ben, j'ai les empreintes, j'ai les privilèges, j'ai un terminal qui me permet de faire tout un tas de choses. Je vais compromettre des données, notamment des comptes, des mots de passe, admin et autres, d'autres boîtes mail. Et je vais tout simplement me connecter sur les boîtes mail, exfiltrer la donnée, les pièces jointes qui peuvent être ben, vos données qui sont par définition sensibles, qui vous n'avez pas envie d'être compromises. Dans le cadre de cette attaque, nos clients XDR l'ont prise. Hein, Microsoft a confirmé et publié son correctif le 2 mars. Donc à ce moment-là, l'exploitant de cette vulnérabilité, on n'a pas su la prévenir. Hein, on commence à voir dès le 23 février, en ce qu'on voit ici en rose, qu'on appelle Analytics, de la détection post-compromission, dès le 23 février, donc toujours pas de patch, personne ne connaît cette CVE, elle n'est pas communiquée sur le web. En revanche, la donnée qu'on capte des serveurs Exchange de nos clients qui vient dans leur XDR pour être analysée, va lever des alertes de type Analytics, qui est clairement des indicateurs de post-compromission. Et on les voit petit à petit, 1, 2, 8, avancer dans le temps. Et de 2 mars, où c'est confirmé avec un patch disponible par Microsoft, mais on sait très bien que les patchs, ce n'est pas tous les jours où on les installe dans l'heure qui suit, eh bien, on peut voir qu'on peut redescendre, puisque cette fois-ci, nous sommes au courant, on a clairement levé le doute qu'on est sur une attaque qui cible ces serveurs et qui a besoin de, quelque part, virtual patcher ces exploits de server Exchange. On va pouvoir redescendre de la détection, Analytics et BA aussi, vers l'agent en prévention. Et du 2 au 4 mars, c'est ce qu'on voit ici. À partir de là, l'attaque est clairement bloquée sur les serveurs Exchange protégés par XDR. Donc, retenir ici, en fait, que même si on essaie d'être meilleur que les autres, bah, ce n'est pas toujours le cas. La prévention, la sécurité 100%, ça n'existe pas. Par contre, l'enjeu, c'est d'avoir le bon dispositif qui permet de lever le doute rapidement et de manière efficace pour se rendre compte que c'est bien quelque chose d'anormal, on est bien sur une exploit, de post-compromission, et d'avoir les éléments nécessaires ensuite pour redescendre vers la prévention pour que, encore une fois, remettre nos analystes sur de l'analyse avancée et leur débarrasser de tout ce qui va être prévention et laisser faire la machine pour ça. Un exemple ici, typiquement, là on a levé le doute, hein, c'est avec un client qui utilise notre solution XDR et notre service de hunting, Managed Threat Hunting. En fait, on a, nos équipes en fait, ont vu ça, ont clairement vu quelque chose d'anormal. Ici, c'est un exemple d'un réel écran d'XDR. Durant ce Zoom, on a pu partager tout ce qu'on a observé, trouver les rapports, etc., les évidences, et on a pu confirmer effectivement que ce serveur Exchange était exploité, était compromis, et ce avant la confirmation et la mise à disposition d'un patch par Microsoft. Et sur la fréquence, s'est attelé avec nos équipes de chercheurs et de développement à développer les bons arsenals pour revenir à la prévention sur l'agent, pour le contrer et concentrer ensuite nos efforts de hunt et les analyses de nos clients sur d'autres signaux faibles à investiguer. Troisième attaque, dont je pense que vous avez sûrement entendu parler, qui est Wasted Locker. Wasted Locker, c'est un ransomware. Bon, c'est pas les attaques les plus faux folles. Il y a juste un truc que je voudrais qu'on survole ici, qu'on mette en évidence, qui est vraiment une particularité de celui-ci, c'est que chaque victime, elle a son propre payload de ransomware, ce qui fait que toute solution basée sur de la signature, antivirus classique ou autre, ou sandboxing qui renverra un verdict, c'est le cas, on utilise aussi notre sandboxing, c'est un de nos arsenals, pour le coup, celle-ci ne verrait rien, ou du moins en tout cas sur le patient zéro, parce que chaque client a sa propre version du ransomware. On est quand même sur des niveaux de rançon assez élevés, hein, c'est 500 000 $ jusqu'à 10 millions en Bitcoin, valait mieux ne pas être une victime.
On verra quelques commentaires là-dessus sur les conclusions. Pour le reste, c'est du grand classique, hein, suppression des snapshots Windows, etc. Les fichiers encryptés, besoin de payer une rançon, grosse pression psychologique pour vous inciter à payer. Voilà. Donc, le cycle de vie, c'est le suivant. Je suis une victime, je pense que j'ai une mise à jour installée. J'utilise mon navigateur pour aller vers le site web qu'on m'a communiqué pour aller chercher mon update, sauf que ce site web est compromis, me fait télécharger sans que je me rende compte un JavaScript qui est malicieux, qui provient d'un zip téléchargé. Ce zip exécute un fileless, un PowerShell, qui nous permet, encore une fois, de revenir sur Cobalt Strike. Hein, c'est vraiment un réseau de command control qu'on retrouve assez régulièrement. Et ce retour sur Cobalt Strike le balise et permet de récupérer le bon, entre guillemets, le bon ransomware pour le client donné, qu'il est sa propre version, qu'on va exploiter au niveau système pour arriver à cet objectif. Donc, quelque part, le déparrage est assez intéressant parce que ce n'est pas toujours comme ça que ça commence. Généralement, une cible de ransomware, d'infection, vecteur de délivrance, de livraison de la charge létale, généralement, c'est du phishing. Là, ce qui est assez intéressant, c'est de faker des sites d'update. Voilà, c'est assez intéressant d'un point de vue recherche, analyse de ce qu'utilisent les attaquants. Et pour le reste, c'est du grand classique. Élever ses privilèges, exécuter son ransomware et chiffrer à tout va. Donc celui-ci, pour le coup, lui, on le bloque de partout, à toutes les étapes. Le navigateur web, on ne l'empêche pas d'aller regarder son URL et visiter le truc. En revanche, le téléchargement du JS qui prend un unzip, on le bloque par l'exécution, l'ouverture du zip qui est un JS qui exécute et qui fait quelque chose de malveillant. C'est une analyse comportementale. Hein. On ne marche pas avec des signatures. Pour nous, tout est un 0D. On n'a aucune signature, à part la sandbox, mais je vous parlerai ça un petit peu après. Mais par le comportement de ce que ce JS est en train de faire, à savoir chercher à charger un PowerShell pour aller vers Cobalt Strike, on a un moteur de comportemental qui bloque cette étape. Admettons qu'on sommes en détection et qu'on pourrait toute la chaîne d'attaque et qu'on n'est pas en prévention, sinon on bloque à la deuxième étape. Eh bien, on aurait le chargeur PowerShell, le loader PowerShell qui pourra recontacter Cobalt Strike qui serait bloqué par ce même moteur comportemental. Cette connexion établie vers Cobalt Strike, on a une analyse de changement de comportement, un endpoint qui discute avec une nouvelle IP qui, de surcroît, par la threat intel, nous dit que c'est un CNC. L'analytique, donc là je suis en post-compromission, se lève et nous dit que j'ai un truc franchement bizarre sur un nouvel endpoint qui n'a pas l'habitude de faire ça. Mouvement latéral, puisque je suis un ransomware, je cherchais à élever mes privilèges et me balader dans le réseau pour m'exécuter de partout. Les mouvements latéraux seront détectés et reportés. Et évidemment, on a ensuite, en dernier ressort, ce qu'on appelle un module de ransomware. En fait, on a plein de leurres disposés qui sont cachés dans le système de fichiers. Tout process qu'il touche est sûrement suspect et selon qu'on est configuré, fera une interruption d'exécution. Okay, donc sur Wasted Locker, l'agent, la console, l'analytics, tout un arsenal de prévention-détection qui vont intervenir, qui vont pouvoir être utilisés à différentes étapes de l'attaque. Ok, donc sur là, on a trois attaques dont j'espère que vous n'avez pas été victime et qui vous en parlé. J'ai parlé pas mal d'XDR, ça va être une très très brève introduction, c'est pas le sujet. Si vous voulez plus d'infos sur XDR, on aura d'autres occasions. Contactez Nomios, contactez vos équipes de compte Palo, Cortex. Mais quand je vous ai montré l'introduction avec l'approche Legacy qui ne marche plus et qu'il en faut une autre, notre approche au niveau d'XDR, c'est la suivante. C'est consolider les silos de la protection de l'endpoint, de l'EDR, de l'analyse de comportement d'utilisateurs, d'entités, l'analyse du trafic réseau en une seule plateforme de prévention, détection, investigation, réponse. Pour ce faire, on est une application SaaS, la console est cloud, ça n'existe pas on-prem, c'est un data lake qui vous appartient, sur lequel on a une console qui vous appartient et qui vont faire leur travail d'analyse, de levée d'alerte, d'agrégation d'alerte sous forme d'incident, d'enrichissement avec de la threat intel autofocus et de détonation avec notre sandbox Wildfire. Vous avez chez vous, dans vos premises, dans vos clouds et vos solutions tierces qui ne sont pas que Palo Alto, ce n'est pas que du XDR que pour Palo Alto, de différents mondes. Le réseau, les pare-feux Palo, l'endpoint XDR dont je viens de parler, Global Protect, la solution cloud Prisma Cloud ou les VM Series que vous avez pu avoir déployés. Donc ça, effectivement, c'est dans le monde Palo Alto, dont je vais pouvoir capter de la télémétrie, de la donnée et des alertes que je vais conglomérer, agréger dans des incidents à haute fidélité dans XDR.
Mais on est également ouvert au monde tiers, hein. Tous nos clients ne sont pas que Palo, il y a aussi d'autres investissements, d'autres solutions, ou des solutions intéressantes pour faire de la détection pour lesquelles Palo ne fait rien. Je pense, enfin, on n'est pas dans ce monde-là. Je pense notamment à l'identité, hein, Azure AD, Okta, Ping ID, etc. You name it. C'est aussi des données intéressantes à capter, ou des alertes intéressantes à capter, pour ensuite les présenter dans un incident haute fidélité que l'analyste regarde, et en un coup d'œil, au lieu de regarder 30, 15, 20, 50 alertes disparates, on regarde un incident et c'est de cet incident qu'on fait sa réponse. Donc c'est une solution SaaS ouverte, effectivement au monde Palo, mais autre, et qui va permettre d'avoir une réponse coordonnée et complète à la fois sur l'endpoint et l'infrastructure. C'est d'où le X en fait. C'est vraiment le X Cross Detection Response, non seulement sur l'endpoint, mais en tout cas c'est notre conviction, hein, ce n'est pas suffisant que de se focaliser uniquement sur l'endpoint. On n'est pas toujours en capacité de pouvoir déployer un agent, que ce soit sur nos partenaires, sur nos fournisseurs, sur différents des OS legacy, que sais-je. Le réseau, où qu'il soit, des données d'identité, etc., vont également permettre de détecter la normale dans le normal, comme on a vu en introduction. Un petit zoom sur l'agent très rapidement, et encore une fois, ce n'est pas le but de la presse, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais retenir que l'agent utilise, j'aime bien l'appeler comme un oignon, avec plusieurs couches de prévention. On va pouvoir, avant tout, on cherche à prévenir. On a une boîte de prevent. Avant tout, on veut bloquer le plus possible, parce qu'après, c'est de l'énergie, de l'effort, du temps et de la sueur sauvegardée. Donc, on va utiliser plein de couches, en fait, qui vont nous permettre, selon les OS, Windows, Linux, Mac, de cibler les techniques d'attaque. Rappelez-vous, je vous ai dit, on ne fait pas de signature, on s'en fiche. Hormis la sandbox, mais c'est un cas particulier, c'est juste lorsqu'on ouvre quelque chose, si c'est déjà connu, on ne va pas s'embêter à mettre tout un tas d'arsenal. Si on sait qu'il faut le bloquer, on ne s'en prive pas. Mais pour le reste, c'est cibler les techniques d'attaque. Du G, du Spray, du Return to libc, etc. Les techniques d'attaque que les attaquants vont exploiter et mettre en œuvre sur du Linux, du Windows, du Mac, pour arriver à leur fin. Et c'est ça qu'on va chercher à cibler le plus possible pour le bloquer avant même l'exécution. Okay, et lorsqu'on va ensuite s'exécuter, c'est-à-dire que vous ouvrez un fichier, vous ouvrez un exécutable et qu'on n'a pas pu, a priori, le bloquer avant l'exécution, parce que technique bien offusquée, pas de marqueur connu par la threat, pas de protection au niveau du kernel qui aurait pu matcher. L'analyse locale, sandbox locale, c'est une sandbox déconnectée d'analyse statique, ne donne pas de verdict apparemment malicieux. Le Wildfire, le Cloud Not Sandbox non plus, on est vraiment sur quelque chose de très avancé qui exploite du 0D qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne sait pas encore bloquer. On va rentrer dans les phases de post-exécution, c'est-à-dire qu'on va s'injecter dans le process, dans le fichier. On est un peu, entre guillemets, un pare-feu de process. Et là, on va encore continuer à surveiller. Et notamment, qu'on a pu voir sur les exemples que je montrais, ce fameux module BTP hein, de comportemental mais qui, lorsqu'on arrive à cette phase-là, continue à surveiller les techniques qui vont être exploitées par les attaquants pour arriver à leur fin. Voilà, donc c'est vraiment différentes couches de protection qu'on va mettre en œuvre et qui vont cibler les techniques d'attaque qu'on soit sur différents OS. Okay, donc on va donner une protection en ligne, hors ligne, il n'y a pas besoin d'être connecté sur Internet. Tout est connecté offline, hormis le cloud, hein, quand on veut demander un verdict à la sandbox. Et toutes ces données, ces alertes vont être convergées dans votre XDR, votre console qui serait la vôtre. Un exemple d'une analyse et l'intérêt du X, en fait, du XDR. Ici, je suis sur une machine qui s'appelle DemoCorp, pour lequel un process coder client est utilisé par l'utilisateur Sécolier, qui fait son travail, hein, qui va lancer un Mimikatz, voler des machines, des comptes, et à partir de là, faire un mouvement latéral. Le X, d'avoir capté et la donnée endpoint et la donnée pare-feu, nous permet de montrer ce type d'écran à l'analyste qui comprend clairement, vous comme moi, que depuis cette machine, un mouvement latéral s'est passé, qui est passé par ce pare-feu. Hein, si on regarde, on peut avoir la ligne, la policy exacte, la source, le protocole utilisé, etc. Mais que depuis ce PC1 de M. Collier, on est arrivé sur la machine WSIT avec un code volé de Mimikatz pour faire un code distant, un appel distant en PSExec, qui est quelque part relancer le Remote Access Tool, le Trojan de l'attaquant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'investigation ici, mais c'est un exemple assez parlant, je trouve, de la valeur du XDR, donc de la détection et de la réponse cross endpoint réseau. Donc pour
Pour finir, voilà, XDR, et qui que ce soit, hein, pour arriver à contrer, évidemment, c'est prévenir le plus possible d'emblée. Mais on sait très bien que plus on va se décaler sur la droite, sur le funnel, la prévention va être de plus en plus compliquée, voire impossible, la détection aussi, voire impossible. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment la bonne donnée captée pour enlever les signaux faibles de post-compromission, attirer le regard de l'analyste qui aura les outils pour faire son investigation, son containment, sa réponse, du live terminal, du script, des suggestions de rémédiation, d'isolation, de la quarantaine, etc., etc. Tout un arsenal, bien évidemment, que vous avez dans XDR. En conclusion, les attaques avancées sont vraiment difficiles à prévenir et tout l'enjeu va résider dans l'efficacité et votre temps de détection de réponse. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais racheter. C'est quelque chose qui est passé, qui file, on le sait très bien dans la vie. La flèche du temps, on ne peut rien contre elle. Donc préparez-vous au pire. Éprouvez à la fois vos maillons techniques et humains dans les pires scénarios possibles. Testez vous-même, demandez à des boîtes externes spécialisées régulièrement, non pas tous les jours, mais assez régulièrement, de vous stresser pour voir où est-ce que ce serait opportun d'améliorer la technique ou le maillon humain ou les deux. Entraînez-vous régulièrement et ne prenez pas toujours vos équipes de sécurité, que c'est un exercice. Testez-les en cas semi-réel. N'hésitez pas à vous appuyer sur les partenaires de confiance tels que Unit 42 chez nous, chez Palo et d'autres, mais voilà, je vous parle quand même de la boutique. En cas de crise, si ça arrive, c'est triste, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous appuyer sur un réseau de partenaires de Managed Detection and Response. Vous pouvez activer le programme Cortex 911. C'est un programme qui vous permet d'utiliser XDR gratuitement pendant au moins un mois avec votre service de partenaire pour vous contrer la crise ou restaurer votre SI. On l'a beaucoup utilisé et vous l'avez sûrement déjà, sans le savoir, entendu parler dans les news en France. Enfin, ne payez pas les rançons. Même si malheureusement ça devait arriver, j'ai plus le chiffre en tête d'une étude, mais qui montre que de payer la rançon, c'est finalement 2 fois plus d'impact financier que de ne pas l'avoir fait. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé, répondu à certaines questions, et je suis à Oui, votre alors, disposition. voilà, il y a eu quelques questions qui ont été posées. Une question assez récurrente sur le marché public. Là, tu as Oui. parlé de SaaS. Ouais. Et la question, c'est est-ce que l'hébergement SaaS est chez Palo Alto? Voilà, est-ce qu'on peut choisir, etc. L'hébergement de XDR est basé sur GCP, Google Cloud Platform, dans différentes régions. Sur nos clients européens, on est hébergé dans nos data centers aux Pays-Bas. On a une charte de protection de la donnée, une charte RGPD qui montre clairement la donnée que l'on va pouvoir transmettre dans le cloud à des fins d'analyse, qui est que de la télémétrie et non pas de la donnée personnelle. Super, merci pour la réponse synthétique. On a une question aussi sur d'autres produits dont on a entendu parler dernièrement, hein, ou ces dernières années. Quelle est la différence avec ce que propose SentinelOne ou Tetris XDR, qui font aussi de l'analyse comportementale? Alors, je l'ai répondu déjà par écrit, mais je te la pose à l'oral pour que tout le monde puisse bénéficier d'une réponse. Alors, par rapport à SentinelOne, déjà, c'est des très belles technos aussi. Ils ont fait des très beaux résultats aussi sur l'évaluation MITRE. On a pu se différencier, nous, sur la prévention, on a pu faire 100% de blocage et sur Linux et sur Windows. Et sur la détection, ils ont ramené un meilleur scoring de visibilité où on est juste derrière. Donc, avant tout, au niveau de l'endpoint, c'est aussi une très belle solution. Il n'y a pas, à dénigrer ceci. En revanche, l'intérêt d'XDR, c'est son ouverture. Là où on va pouvoir, vous allez mettre une solution SentinelOne et autres purement endpoint, eh bien, vous allez faire de la détection et quelque part un peu de prévention sur vos endpoints et point final. Lorsque vous ne pourrez pas déployer l'agent, vous serez aveugle. Et c'est une erreur que de croire que tout va cibler l'endpoint. Et que tout va être remonté par une alerte de type EDR. Prenez un employé ou un sous-traitant ou quel que ce soit, un insider threat qui est mécontent, qui va changer de comportement, c'est pas la donnée de l'EDR qui va le dire, ce sera ce qui est en activité sur le fil. D'où le X, savoir capter ce qu'il fait dans vos premises, dans vos fils, dans votre réseau, chez vous, dans le cloud et la donnée identitaire. D'où le X pour améliorer la détection, mais également la réponse. La réponse, elle est cross dans XDR, elle est à la fois sur l'endpoint et l'infrastructure. Je vais pouvoir faire une réponse de blocage, typiquement par exemple sur mon agent, mais je n'ai pas d'agent dans un certain endroit, j'ai quand même pouvoir intervenir sur mon réseau pour bloquer l'IP ou le domaine du command control par exemple. Vous avez cité Tetris. Tetris aussi, je les connais un peu moins bien, mais bon, c'est aussi de ce que je vois une belle solution. Je dirais juste que j'attends de voir le résultat dans le mitre.
MIC, qui est une société indépendante dont leur job, c'est de tester comment se comportent des solutions de prévention et détection d'éditeurs. Ce n'est pas un guide d'achat, mais c'est un benchmark pour ça, quoi. Exactement. Euh, Avec la spécificité qu'effectivement, comme ils sont français, le marché public peut paraître intéressé par ces solutions-là. Moi, ce que je vous engage de manière générale, c'est de tester en fait. Et donc à travers le marché UGAP, il y a la possibilité de faire des POC. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour tester XDR. Si vous avez en plus déjà un firewall Palo Alto, c'est encore plus simple à mettre en place. Voilà, donc le message c'est on est disponible, que ce soit Nomios ou directement à Palo Alto, pour vous démontrer la valeur de cette solution. Tout à fait. Super important. Testez-nous. Si le SaaS n'est pas un prendre en soi, vous faites peut-être déjà de l'Office 365. Testez. Testez, voyez par vous-même. On n'a aucun problème avec ça. Alors, j'ai pas de... Ah, si, excusez-moi, j'ai d'autres questions. De mémoire, le mitre doit être demandé par la société qui veut être évaluée. C'est pour ça que Tetris n'avait pas passé le cap. Oui, probablement. Effectivement, Là, c'est une étude qui est payante, mais c'est indépendant. C'est payant parce qu'il faut payer les auditeurs qui sont quand même d'un very high level. Hein, c'est pas des gars qui découvrent le DR hier et les solutions XDR. Donc effectivement, il faut payer quand même pour financer les auditeurs, mais c'est pas pour payer pour les influencer. Hein, ils sont totalement indépendants et ils y veillent. autre question qui me semble intéressante, effectivement, on va éclaircir ce point-là. Sur la solution XDR, doit-on prendre tous les modules pour être efficace? Endpoint, Network, Data Lake, blablabla, etc. Pardon? Est-ce qu'on doit prendre tous les modules pour être efficace dans la solution XDR Palo Alto? Donc Non, là, il vous disait pouvez- Endpoint, Network, Data Lake, etc. Alors, le data lake, il est toujours là en fait. Hein. Il est transparent, il est toujours là pour pouvoir. C'est un réceptacle pour recevoir la donnée endpoint, réseau ou tierce. On peut commencer par l'endpoint, on peut commencer par le réseau, on peut commencer par. On fait dans le sens qu'on veut. Mais le minimum, si on n'a pas déjà de Palo Alto installé, par exemple, si on a autre chose sur notre parc, est-ce qu'on peut mettre le XDR sans rien mettre d'autre de Palo Alto? Ben oui, sur la donnée tierce, on va être ouvert sur du Checkpoint, Cisco, Fortinet, la liste, Cisco, Fortinet, Checkpoint. J'en oublie un autre, Zscaler. Je vais vous mettre un lien dans le commentaire avec toutes les sources tierces qu'on va pouvoir supporter et analyser. Il y en a Mais, plus de 300, moi, je crois. mais notre data lake est ouvert à tout ce qui sait transmettre de la donnée ou de l'alerte en CEF, en LIF ou avec les agents élastiques Filebit. Je vais juste vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Le gros avantage d'un XDR, c'est qu'il discute en API avec les solutions. Donc, toute solution qui a une API, potentiellement, même si c'est pas natif, on peut rajouter des choses nous-mêmes via Nomios, entre autres, pour intégrer vos solutions dans le XDR. Euh, alors, quelqu'un qui me dit pas vu de résultat mi-2021 pour le moment, mais ça devient incontournable. Ben, je vous propose qu'on vous mette aussi le lien dans la présentation vers le mitre, vers les résultats mitre. Ouais, ils sont sortis. Vous l'avez sur notre blog. Oui, là, c'est sorti il y a un mois à peu près. Un peu plus peut-être, mais à peu près Parfait. ça. Alors, si vous avez accès au chat, si je réponds en Q&A, on voit mes réponses ou pas? Oui, alors il faut d'abord cliquer sur la question pour pouvoir répondre Je l'ai mis dans le à la chat. question. Je vous ai mis un lien dans le chat pour voir toutes les données externes non Palo qu'on sait ingérer. Donc, vous allez retrouver du Cisco, du Checkpoint, du Fortinet, du Corelight, les logs d'HCP, Zscaler, Azure AD, Okta, PingFederated, PingOne, AWS CloudTrail, Kubernetes, GCP, les logs Windows, des events Windows. Et ensuite, tout et n'importe quoi qui sait transmettre des logs en CEF, en LIF, en FileBit, en CSV ou en HTTP. Et aussi, autre niveau, là je parle de log, en fait, de data, et n'importe quoi qui sait transmettre des alertes en CEF ou FileBit. On va voir ça. Hein. Il y a 3 niveaux dans XDR. Données, alerte, incident. On peut capter de la donnée, on peut capter des alertes qui, in fine, vont être regroupées dans des incidents. Merci Sylvain. Alors pour l'instant, je vois pas d'autres questions
Donc on va conclure parce qu'il est. Bon, vous pouvez poser des questions, on peut rester, hein, mais on va conclure déjà par un ou deux slides. Donc pour comment nous contacter, c'est très classique. Le premier niveau normalement c'est par vos CSI. Euh, Peut-être que je vous laisse la main, Alexandra. Oui, bah, en fait, vos conseillers, enfin vos interlocuteurs UGAP habituels sont disponibles en région, hein. Vous voyez la carte, on est vraiment présent sur tout le territoire et donc ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Effectivement, c'est le point d'entrée pour tout projet ou toute question. Voilà, et de notre côté, il y a un seul point d'entrée aussi. Vous pouvez envoyer un mail à ugapestimatif@nomios.fr. Et donc, il y a forcément quelqu'un derrière qui prendra contact avec vous pour ensuite prendre votre question et y répondre. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées d'ici là? Non. Donc, on va conclure. Vous pouvez suivre l'UGAP sur tous les réseaux sociaux, Nomios aussi. Euh, donc je vous rappelle que nous avons enregistré la session. Donc on vous enverra les slides et l'enregistrement via un petit email de la part de l'UGAP. Mm. On sera très heureux de vous faire suivre aussi les prochains rendez-vous qu'on essaiera de faire après l'été maintenant pour pouvoir continuer un peu ce lien avec les bénéficiaires de l'UGAP sur la cybersécurité. Un mot de la fin, Alexandra? Non, vous avez tout dit, c'est parfait. En tout cas, merci pour pour cette présentation très complète et très claire. Je pense que, enfin, j'espère que ça a Merci compris. beaucoup, Sylvain. Ah ouais, j'espère que Merci ça à vous a tous. plu. Désolé pour Oui, le bruit de oui, la c'était machine du très bien. café. Et C'est à très votre bien. dispo s'il y a d'autres questions. Voilà, exactement. N'hésitez pas, si vous êtes timide ou que vous n'avez pas le temps, à poser les questions par écrit, par email, et on saura les relayer ou y répondre directement. Portez-vous bien. Bye Merci à bye. Merci à tous. tous. Merci, au revoir. Au revoir.